Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, très longtemps, ça fait des mois, j'arrive même plus à les compter tellement ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de foot, qu'on n'a pas parlé de Monaco, qu'on est dans une crise sanitaire qui a fait beaucoup de mal. Et c'est pas fini, parce qu'on est toujours un petit peu là-dedans. On voit que sur l'ensemble de la planète et sur l'ensemble de notre pays, ça reprend tout doucement. La vie reprend tout doucement, c'est pas encore fini. Et comme vous avez pu remarquer, le sport est bien impacté et le football également, j'ai même envie de dire surtout. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le foot, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Des championnats sont finis, des championnats continuent. Et nous, la France, on est un petit peu entre le cul entre deux chaises avec des décisions qui ont été un petit peu prises pour moi à la va-vite. Et on se retrouve aujourd'hui avec une reprise de championnat extrêmement lente, extrêmement douce. Et du coup, on arrive tout doucement à la reprise des clubs pour un championnat qui serait donc fin août. D'habitude, les championnats reprenaient un peu plus vers début août, et là, on parle d'une reprise autour du 21, 22, 23 août. Donc Monaco n'échappe pas à la règle. Monaco est dans cette situation, et donc on se retrouve avec une saison à préparer, une nouvelle saison à prendre à bras le corps pour tout le monde, pour les dirigeants, les supporters, l'entraîneur, des joueurs qui vont arriver, des joueurs qui vont partir, enfin le schéma classique des préparations et des mi-saisons. Voilà, donc nous on va essayer de parler un petit peu de tout ça, on va essayer de faire un petit bilan du début à maintenant, et puis on va peut-être essayer aussi d'imaginer un petit peu l'avenir, avec des... Alors moi j'ai pas d'infos, hein, je suis pas un journaliste, je suis juste un supporter, mais j'essaye de penser à ce que va pouvoir devenir l'AS Monaco. Donc voilà, donc j'ai noté des petits points, on va voir ça ensemble un petit peu, et on va faire un petit peu le bilan. Bon, eh ben on va commencer par le début, ou plutôt par le passé, parce que, comme vous avez remarqué, la fin du championnat a donc été anticipée, et donc comme je vous disais tout à l'heure, en fait la France a décidé d'arrêter le championnat. Alors, on a eu du temps pour réfléchir, on a eu le confinement, on a eu les semaines, on a eu les mois qui sont passés. Et avec le recul, on peut dire que ça a été pour moi une erreur. Voilà, c'est totalement subjectif, mais je pense que l'arrêt du championnat, la décision d'arrêter le championnat a été prise beaucoup trop tôt. Et je pense très concrètement qu'on aurait pu continuer. Ou alors, si on décidait d'arrêter, peut-être de ne pas punir les clubs. Parce que ce soit en haut ou en bas, pour moi, il y a une forme d'injustice sportive qui fait que on a récompensé des Européens, on a donné le titre à Paris. Bon, ça, vous allez me dire, c'était acquis, certes. Mais sportivement, je trouve qu'il y a une injustice qui est restée de par le fait de récompenser des clubs dans un championnat pas terminé. Voilà, Lyon a beaucoup fait part de son mécontentement. Je suis entièrement d'accord avec Jean-Michel Aulas qui râle et qui se bat pour son club pour essayer de trouver une solution. Et ça a été la même chose pour ceux qui sont descendus en Ligue 2. On a mis Amiens et Toulouse en Ligue 2. Et puis bizarrement, il y a eu un rétropédalage et on a été les rechercher pour penser une Ligue 1 à 22. Donc pour Monaco, c'est pareil. La 9e place est extrêmement décevante, est extrêmement... frustrante parce qu'il n'y aura pas d'Europe l'année prochaine. Alors si on avait fini le championnat, si on n'avait pas eu le coronavirus, je ne suis pas sûr que Monaco serait allé en Coupe d'Europe, je ne suis pas sûr que Monaco aurait été non plus vers la Ligue 2, mais on était dans un ventre mou qui paraît logique, mais qui reste injuste par le simple fait de ne pas avoir terminé la saison. Voilà, donc une fin de championnat anticipée qui n'était pas bonne pour tout le monde, et notamment pour Monaco qui se retrouve donc à préparer une nouvelle saison sans Europe, encore une fois. Donc la place de Monaco et ses conséquences, c'est assez rapide, hein, c'est-à-dire que comme je viens de vous le dire, la 9e place est synonyme de pas d'Europe. Voilà, Monaco va donc enchaîner encore une saison sans Europe et c'est extrêmement difficile pour un club comme Monaco, parce que Monaco compte sur l'Europe, Monaco compte sur des grandes ambitions, sur des objectifs qui sont très clairs. Tous les ans, Monaco doit être dans
le trio de tête. Voilà, c'est un grand club. C'est un club qui a une nouvelle politique et un nouveau projet qui est d'aller très très loin. Et on a montré par le passé qu'on savait le faire. On a eu des heures de gloire pendant très 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 longtemps. On a eu l'Europe, on a eu le podium, on a été champion, on a fait des parcours exceptionnels, etc., etc. On a eu des joueurs de fou. Et là, avec ce qui se passe depuis 2 ans, ben, on se retrouve avec des résultats pas bons et un projet qui est donc tiré vers le bas parce qu'on n'y arrive pas. Donc si on n'y arrive pas, c'est aussi parce qu'il y a eu des mauvais choix, il y a eu une politique de trading, une politique économique extrêmement délicate avec l'achat de jeunes joueurs, des ventes, des reventes, faire de l'argent, etc. Un petit peu poussé à l'extrême, on a vu que ça a explosé avec des départs comme Vassiliev, comme des joueurs, comme des directeurs sportifs, voilà, qui sont arrivés, qui sont partis. Un entraîneur qui est parti, qui est revenu, Thierry Henry, et maintenant on est sous l'ère Moreno. Donc là on va voir un petit peu pour la suite qu'on a dans le paysage monégasque une nouvelle équipe, et on espère sincèrement que cette pré-saison va être bonne. Ça va être difficile vu les conditions, mais on espère que tout ça va se mettre en place, et on va voir qu'il y a peut-être un nouveau projet intéressant par l'arrivée de nouvelles têtes, tout simplement. Donc voilà, là c'est le point important, c'est-à-dire que depuis plusieurs mois, voire peut-être presque une saison entière, on s'est retrouvé un petit peu sans directeur sportif. Alors pendant très longtemps, on a échangé avec les supporters, et certains me disaient que un directeur sportif, c'est pas forcément très important, que l'entraîneur, à l'époque Leonardo Jardim, avait tendance à choisir les joueurs, à faire la politique sportive à lui tout seul. Il parlait directement à l'époque à Vassiliev, voire au-dessus. Enfin bref, on avait toute une tambouille interne un petit peu nauséabonde. Et tout ça, ça a volé en éclats, puisque Jardim n'est plus là, parce que Vassiliev n'est plus là, parce que Oleg Petrov a repris un petit peu les rênes depuis peu. Il a eu une saison l'année dernière difficile à mettre en place, avec des choix tardifs et surtout une mise dans le bain extrêmement délicate. Et donc là, à l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas de directeur sportif, donc on n'a pas forcément une vision à long terme, on n'a pas une vision globale de l'avenir, du futur. Le projet monégasque est un petit peu en stand-by, il est un petit peu à l'arrêt, mais, c'est en train de changer, parce que ça y est, Monaco a trouvé son directeur sportif, voilà, il s'appelle Paul Mitchell, c'est quelqu'un qui vient de Leipzig, et c'est quelqu'un que finalement peu de personnes connaissaient avant le nom sur les réseaux et dans les sites d'information. Et ayant creusé un petit peu, ben on s'aperçoit que c'est apparemment un bon choix pour le club. On va voir un petit peu pourquoi, mais ça y est, on est en train d'avoir un trio de têtes qui est en train de se dessiner, avec donc Oleg Petrov, peut-être Paul Mitchell et Moreno, Robert Moreno, qui est nouvel entraîneur et qui va pouvoir travailler peut-être un peu plus sereinement à partir de maintenant, en ayant un directeur sportif autour de lui qui va essayer d'avoir une vision à long terme, une vision globale, un projet, une politique et des choix forts qui, on l'espère, sera payant pour la nouvelle saison. Alors, sur ma feuille, j'ai marqué quel mercato pour l'ASM. Eh ben, personne ne peut le savoir. Personne ne peut le savoir parce que on n'est pas devin, on ne peut pas savoir quels joueurs vont arriver, on ne peut pas savoir quels joueurs vont partir. On peut un petit peu fantasmer un petit peu, on peut essayer de deviner un petit peu ce qui va arriver, et on lit ici et là quand même que l'objectif principal, mais je vous rappelle que c'était aussi l'objectif l'année dernière, c'est de dégraisser. C'est-à-dire que Monaco a un effectif pléthorique, un effectif exceptionnel, avec autour de 70 joueurs sous contrat, c'est énorme. Paul Mitchell va sûrement prendre les rênes de ce dégraissage bien en main pour arriver à réduire un effectif trop conséquent et essayer de mettre en place un effectif plus réduit, une équipe, des joueurs sur qui on va compter plus régulièrement avec des contrats de façon allégée, donc forcément beaucoup de départs. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de prêts, parce que les prêts c'est un problème où il faut reculer pour mieux sauter, puisque les prêts, ben, c'est bien, vous avez des joueurs qui partent et puis qui reviennent.
mais quand ils reviennent, ils n'ont pas forcément beaucoup de chance. Ils n'ont pas forcément brillé dans les clubs dans lesquels ils étaient prêtés. Et souvent, ça fait des flops, ça fait des échecs, et souvent, on est obligé de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes à des prix extrêmement réduits. Et ça, c'est pas très très intéressant d'un point de vue économique pour l'AS Monaco. Donc je pense qu'il va falloir arrêter tout ça. Là, il va falloir vendre. Il va pas forcément falloir s'attendre à des prix mirobolants, mais Paul Mitchell va devoir focaliser là-dessus avant de peut-être d'acheter peut-être moins de joueurs cette année, mais des valeurs peut-être un peu plus sûres, tout en gardant quand même la base du projet qui est quand même les jeunes joueurs, parce que Monaco restera toujours sur cette base-là. Ça sert à rien d'en prendre 50 000. Je pense qu'il faut en prendre peut-être un peu moins, mais vraiment des joueurs de qualité qui arriveront à s'imposer dans l'équipe. Voilà ce que Paul Mitchell a fait dans pas mal de ses clubs précédents, notamment à Leipzig. Et c'est un directeur sportif intéressant parce qu'il a quand même découvert de véritables talents qui ont réussi à s'imposer dans les équipes dans lesquelles il est passé. Donc voilà, le mercato de l'ASM, on ne le connaît pas. Ça sera sûrement une réduction d'effectifs, peu d'achats de joueurs conséquents, même si on peut avoir une nouvelle surprise avec de la folie financière et de la folie mercantile, mais je ne suis pas sûr. Je pense que ça va être vraiment une réduction d'effectifs avec l'achat de jeunes joueurs en petite quantité, peut-être 1 ou 2, 3 joueurs d'expérience, et puis on va voir aussi le cas Ben Yedder, qui lui est un cas à part entière, puisque chaque été, Monaco a son feuilleton, et là cet été, ça risque d'être le feuilleton Ben Yedder, avec l'objectif principal qui sera de le garder. Alors, avec tout ce projet politique et tout ce projet mercato qui va être très très long pendant les mois qui viennent, là, hein, on a vu que le mois de juin est un petit peu consacré au mercato franco-français, et manque de bol, vous avez des équipes et des championnats qui ont repris, d'autres pas, et donc ça va fausser un petit peu toute la politique de recrutement de pas mal de clubs en Europe, avec notamment Monaco qui va être dépendant du marché peut-être anglais, italien, espagnol, allez, les marchés principaux. Donc Paul Mitchell va donc arriver très très vite là pour mettre en place cette vision à court, moyen et long terme. Et donc ce mercato risque de durer pas mal de mois, juin, juillet, août, voire septembre, et pourquoi pas tirer peut-être jusqu'à octobre, avec des championnats comme l'Italie par exemple. Donc la préparation de l'AS Monaco va être extrêmement délicate, elle va être très très longue. Ça reprend le 22 juin, donc la semaine prochaine, et ça va durer pendant 2 mois. Donc 2 mois de préparation, c'est extrêmement long. Il va falloir que les joueurs se remettent aussi dans le bain avec les mois de confinement et les mois d'inactivité. Il va sûrement y avoir beaucoup de blessés, il va sûrement y avoir des infirmeries pleines. Il va falloir y aller extrêmement délicatement. Mais nous, en tant que supporters, on espère surtout que la préparation va être intelligente et différente de celle de Jardim, parce que rappelez-vous que Jardim avait quand même un type de préparation bien à lui, avec beaucoup de ballons, un peu moins de physique, et on a vu que souvent, les équipes et les effectifs de Jardim avaient tendance à avoir de gros soucis musculaires. Donc j'espère que sous Moreno, ça ne sera pas la même chose. J'espère qu'on aura une bonne préparation physique, on aura des stages assez réguliers, avec beaucoup de matchs, avec des joueurs qui prendront soin d'eux, et une équipe et un staff médical qui prendront soin d'eux aussi. Et j'espère sincèrement que la préparation sera bonne, avec des victoires à la clé dans les matchs amicaux, pour avoir une reprise au mois d'août extrêmement intéressante, extrêmement en forme, et surtout quasi prête. C'est-à-dire que si on attend la fin des mercatos pour apprendre des joueurs, on fera comme l'année dernière, on sera prêt qu'en décembre, janvier, ou voire février, ce qui est pas pensable. Donc la préparation de l'ASM va être très importante, j'espère qu'elle sera basée sur le physique, qu'elle sera prête rapidement, et que Moreno sera vite prêt à travailler avec le nouvel effectif. Voilà, donc quelle équipe on aura, ça on ne sait pas. Donc comme je disais tout à l'heure, ça dépendra du mercato, donc je pense qu'on aura un effectif un petit peu plus réduit, on va sûrement travailler avec des jeunes. Je pense que les jeunes vont être présents dans le groupe, voilà. Peut-être pas tous, mais je pense à peut-être des joueurs déjà en place, avec des joueurs comme Goebbels, peut-être Pellegrini si monsieur décide de ne plus se péter. Je pense qu'il y aura peut-être des jeunes aussi qui auront un petit peu leur chance, comme derrière, avec des joueurs comme Marcelin, ou des joueurs peut-être en milieu de terrain,
par-ci par-là, enfin, plus ceux qui vont arriver, parce qu'on a, on a des joueurs dans l'effectif qui sont très jeunes et qui sont intéressants, mais peut-être que Paul Mitchell va en faire venir quelques-uns aussi d'ailleurs. Donc voilà, l'équipe à venir, on ne la connaît pas, on peut l'imaginer, et on espère surtout avoir des mélanges classiques de jeunes et de joueurs d'expérience, avec une mayonnaise qui prendra, avec ce travail au préalable de Moreno qui sera extrêmement important à partir de la semaine prochaine jusqu'à fin août. Voilà, donc je peux pas imaginer l'équipe qu'on aura au mois de fin août et début septembre, mais tout ce qu'on peut faire là à l'heure actuelle, nous sommes le 15 juin, ça n'a pas encore repris, et on a un effectif actuel qui est déjà en place, avec quand même déjà des premiers mouvements, des premiers départs et des fins de contrat qui sont extrêmement importants, parce que on va voir qu'il y a une page qui s'est tournée avec un joueur voilà, qui a tout connu avec le club, hein, la montée, le titre de champion de France, les épopées européennes, les Jardim, les Ranieri, les Thierry Henry et Moreno. Voilà. Donc l'effectif de base, il est extrêmement intéressant parce que on a quand même une bonne base de travail, malgré que l'année dernière, ça a été très compliqué. Mais l'année dernière, vous vous souvenez tous qu'on était quand même dans une configuration un peu spéciale, avec Jardim, voilà, qui est revenu, qui n'a pas réussi, avec tous ces changements et l'arrivée tardive de Moreno qui a dû batailler pour connaître la Ligue 1, pour connaître son effectif, pour essayer de mettre en place une philosophie de jeu qu'on espère voir à la rentrée. Si on ne la voit pas l'année prochaine, ça va être compliqué de rêver. Voilà, j'allais dire de continuer, mais non, on va laisser le temps à Moreno. Mais il faut que l'année prochaine, il y a des choses qui se voient, des choses qui se mettent en place, et on espère voir un Monaco beaucoup plus flamboyant que ce qu'il est depuis quelques années. Donc l'effectif principal, on le connaît tous, hein. Au niveau des gardiens de but, on va avoir quand même pas mal de changements. Donc je vous ai parlé du fameux départ important qui est celui de Subasic. Voilà, ça marque une page qui se tourne et un nouveau livre qui s'écrit. Donc on aura sûrement Benjamin Lecomte titulaire l'année prochaine. On a l'arrivée d'un jeune qui s'appelle Majecki, voilà, Radoslav Majecki qui vient du Legia Varsovie. Voilà, un jeune joueur qui sera sûrement la doublure de Lecomte. Et puis on a des fins de contrat comme Daniel Subasic qui est parti, Sedoussi et Benaglio qui eux aussi risquent de partir. Donc quid de Loïc Badiachil qui à mon avis sera encore une fois partant, je pense. Donc voilà, au niveau des gardiens, sûrement Lecomte et Majecki. Au niveau de la défense, il va y avoir un énorme chantier. Je pense que ça va être même le chantier principal de Paul Mitchell. Paul Mitchell qui, je vous le rappelle, hein, on ne va pas refaire son CV, mais qui était quelqu'un qui a connu un petit peu toutes les strates et tous les niveaux au niveau directeur technique. Voilà, il a travaillé à Dons, il a travaillé à Southampton, il a travaillé à Tottenham, il a travaillé à Leipzig, et il est devenu le patron de la stratégie Red Bull. Et donc c'est quelqu'un qui, partout où il est passé, a rencontré du succès. Il a un énorme cahier d'adresses, il travaille un petit peu sur la planète entière, notamment sur l'Europe, avec un gros réseau. Et c'est lui qui a découvert par exemple des joueurs comme Sadio Mané, Dele Alli, ou des joueurs qui sont des stars aujourd'hui. Et quand on voit le travail qu'il a fait à Leipzig qui n'est pas une équipe flamboyante, sensationnelle, mais qui a fait un énorme travail, qui a fait des jolis parcours en Coupe d'Europe, qui a sorti des grands et beaux joueurs, et qui a réussi à mettre une patte, une politique, un projet qui risque d'arriver à Monaco dans les mois qui viennent. Voilà, en tout cas, on le souhaite, avec beaucoup de réussite. Donc le chantier de la défense, ça va être le chantier principal, avec quand même des joueurs qui risquent de partir, des joueurs importants, peut-être Kamil Glik, peut-être Badiachil, peut-être Maripane, voilà, des joueurs qui risquent d'aller voir ailleurs. Et donc nous, on a tout un chantier en défense centrale à refaire. Il y a des rumeurs, voilà, qui parlent de Llorente, voilà, l'Espagnol qui joue à la Sociedad, je crois. On parle de plusieurs joueurs, voilà, il y a des petites rumeurs par-ci par-là, mais en tout cas, on va se retrouver avec des départs importants, comme peut-être Glick, Jemerson, voilà, des joueurs comme ça. On va essayer de travailler aussi sur les côtés, voilà, peut-être avec des changements aussi, Aguilar, Henrich, Zagré, Ballo-Touré, voilà, peut-être qu'il y en a qui vont partir, peut-être qu'il y en a qui vont rester, il y en a peut-être qui vont s'imposer, qui vont faire une grande saison.
Je pense à Aguilar, peut-être que ça va être sa saison, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a un gros chantier en défense avec la défense centrale. Et il va falloir aussi voilà, stopper toutes ces hémorragies défensives qu'on a eues pendant des semaines, des mois, voire des années. Au milieu de terrain, voilà, on a des départs aussi qui sont importants, comme Bakayoko, voilà, qui risque de ne pas rester. On va sûrement travailler avec les deux joueurs qu'on a pris l'hiver dernier, avec Fofana et Tchouaméni. Vont-ils s'imposer? Je ne sais pas. Fabregas, même combat, on ne sait pas du tout si ça va continuer à décliner, si ça va remonter ou si ça va rester un petit peu stagnant comme ça. Donc le cas Fabregas, c'est toujours pareil. C'est une grande vedette, une grande star à Monaco, mais qui ne montre pas beaucoup sur le terrain. On a Golovin, voilà, on espère qu'il va rester, mais on peut aussi le voir partir, c'est une possibilité. S'il reste, est-ce qu'il va progresser? Je ne sais pas. Donc on va voir qu'il y a quand même un chantier important aussi entre la défense et le milieu de terrain pour essayer de construire une osmose intéressante avec ces joueurs-là ou avec d'autres. Ça dépendra de Moreno et de Mitchell. Et puis devant, on a quand même pas mal de joueurs avec un cas important, qui est le cas Ben Yedder. Voilà, il faut qu'on fasse tout pour le garder. Ça va être très compliqué. On parle de départ possible, on parle de 40 millions, on parle de Manchester United, on parle de vente nouvelle, alors qu'il ne sera même pas resté un an finalement, à cause du confinement. Et donc le cas Wissam Ben Yedder, c'est un cas à part entière qui va nous tenir en haleine tout l'été. Au niveau des joueurs, ben voilà, on a toujours les mêmes inquiétudes pour des jeunes comme Pellegrini ou Goebbels qui vont peut-être jouer s'ils ne sont pas blessés. Et puis Gelson Martins qui lui va être suspendu jusqu'à Mathusalem. Jovetic qui est quelqu'un de fragile mais à qui on annonce partant aussi. Moussa Sylla qui risque de partir dans un club de Ligue 1, on parle de Lens, on parle de Nîmes, à l'époque il y avait Montpellier, enfin voilà des joueurs comme ça, donc des petits départs. Slimani qui lui ne restera pas, il est reparti dans son club d'Angleterre, comme Adrien Silva qui lui aussi repart en Angleterre, voilà des joueurs qui ont été prêtés mais qui ne risquent pas de revenir je pense. Et donc voilà, donc tous ces joueurs sur qui on va compter, sur qui Moreno peut compter, tout en incluant des transferts, des arrivées, des départs, des prêts, enfin toute la panoplie d'un mercato classique. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que l'inconnu reste entière, qu'on ne sait pas vraiment ce que ça va donner dans les mois qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Tout ce qu'on espère, c'est que Moreno et Paul Mitchell vont s'entendre à merveille, qu'il va y avoir un véritable projet, une véritable politique concrète, avec l'arrivée de joueurs qui s'imposent, avec une osmose qui se passe au niveau du collectif, au niveau de la préparation et au niveau du début de saison qui arrivera en fin août. Et voilà, et on souhaite le meilleur à Monaco pour que le football reprenne, pour que les victoires reprennent, pour que la vie reprenne. Et la vie de supporter, c'est un vrai calvaire en ce moment, avec des mois d'inactivité, avec des mois sans football, avec des championnats qui reprennent à huis clos, qui sont extrêmement difficiles à regarder. Bref, c'est le bordel, vous l'avez compris, mais on espère de tout cœur que Monaco sera fort l'année prochaine et sera en haut du sommet. Voilà. Donc j'en ai fini, j'ai fait un petit tour d'horizon sur l'actualité passée, présente et future. Et puis en attendant, je vous dis Dagemounegou, on se retrouve sur les réseaux sociaux. On continue de scruter les petites infos par-ci par-là. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!